des problèmes psychiatriques et qui se retrouvent au milieu des autres après. Alors moi j'aime pas souvent répondre à une question de politique publique par il manque de moyens, mais en l'occurrence sur la question de la psychiatrie, il y a un véritable manque de moyens parce qu'on a depuis trop longtemps désarmé les établissements en psychiatrie en prison, mais également désarmé les hôpitaux de psychiatrie en hôpital. Ça c'est juste par un chiffre qui m'a toujours marqué, c'est qu'on avait 120 000 lits d'hôpitaux psychiatrie dans les années 70 et aujourd'hui on n'en a plus que 50 000. Alors qu'on a de plus en plus de fous, de dingues et de tarés dans notre société. Ce qui quand même pose question. Ensuite, après, le deuxième problème que je trouvais important dans ce que vous allez dire, c'est que vous parlez de surpopulation carcérale. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une problématique de surpopulation carcérale. Il y a une problématique de sous-dotation carcérale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une offre carcérale qui est insuffisante par rapport à l'augmentation de la violence. Parce qu'aujourd'hui, vous aviez, par exemple, dans les années 90, 50 000 personnes qui étaient mises en cause pour coups et blessures volontaires. Aujourd'hui, vous en avez plus de 350 000. Or, l'offre carcérale n'a quasiment pas augmenté puisqu'on est passé de 50 000 à 60 000. Donc vous voyez bien que mathématiquement, arithmétiquement parlant, on n'a pas assez augmenté l'offre carcérale par rapport au niveau de violence de la société parce qu'on a eu des politiques qui, pendant trop longtemps, ne se sont pas attelées aux questions liées à la sécurité ou aux questions liées à l'immigration, les deux étant liés. Puisqu'on parle des moyens, et après on verra avec vous aussi, Michel. Non, mais c'est toujours triste de voir ce genre de choses. Mais de toute façon, les services du ministère de l'Éducation le disaient déjà. Il y a un rapport du Sénat qui le documentait. Il y a tous les jours entre 2 et 3 professeurs qui se font agresser avec une arme. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, tous les lieux aujourd'hui de la République, qu'ils soient d'ailleurs de la République ou non, tous les lieux aujourd'hui qui accueillent du public, on a aussi le cas dans les pharmacies, on a le cas dans les banques, etc., font face aujourd'hui à la montée de l'insécurité. Et donc, si vous voulez aujourd'hui enrayer la question de l'insécurité, il faut mettre en place, comme l'a dit Yohann tout à l'heure, une véritable révolution doctrinale à la fois en termes de moyens, de méthodes d'action pour nos forces de l'ordre, mais également en termes de réponse pénale. Et ça va être le grand chantier pour 2027, pour le prochain président de la République, parce qu'aujourd'hui, ça ne peut plus continuer. On ne peut plus être dans une société où on empile, comme a dit Raphaël Steinville, les mesures sécuritaires qui vont coûter un pognon de dingue, pour prendre une terminologie bien connue, à la fois aux collectivités territoriales et à la fois aux individus, parce que de plus en plus, ça va coûter cher aux gens de se sécuriser, parce qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics ne font plus assez. Et comme l'État n'est plus capable de répondre à à ce point. Oui, on travaille beaucoup sur les questions américaines et ce que l'on peut observer depuis notamment l'élection de Donald Trump, la première en 2016, c'est qu'il y a effectivement une polarisation de la société américaine qui se retrouve dans les médias. D'une part, entre le camp démocrate qui est de plus en plus radical et le camp républicain qui est beaucoup plus sur la ligne MAGA, Make America Great Again. Et cette polarisation dans le débat public, dans le débat d'idées, elle se retrouve aussi politiquement et elle se retrouve aussi ensuite après au niveau des militants. Et effectivement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Raphaël Steinville, c'est-à-dire qu'à partir du moment où du côté de la gauche et de l'extrême gauche, vous sans cesse vous caricaturez les positions, sans cesse, je ne dis pas que les républicains ne le font pas également, mais vous caricaturez, vous nazifiez, vous allez jusqu'à dénuer d'humanité les personnalités qui représentent le camp républicain, mais surtout la ligne MAGA de Donald Trump, alors effectivement, des gens qui ont envie de passer à l'acte, des gens qui sont d'ultra-gauche et qui sont animés par de la violence, vont nécessairement passer à l'acte. Et c'est ça aujourd'hui le véritable problème dans lequel sont les États-Unis. Et peut-être que ce qui se préfigure aux États-Unis risque de nous arriver en Europe, où on voit de plus en plus de mouvements, notamment d'ultra-gauche, être de plus en plus violents à l'endroit des personnes considérées de droite ou d'extrême droite. Et c'est intéressant que vous disiez ça, parce qu'il n'y a pas de mea culpa ou de prise de conscience, y compris au PE, puisque Sarah Knafo qui écrit ceci, avec mon groupe... C'est logique. Surtout, ça interroge aujourd'hui sur ce qu'on a, enfin sur les mouvements néo-féministes que nous avons dans notre pays, aussi, qui sont un peu, pardonnez-moi de le dire, un peu en carton dans la mesure où en fait elles regardent le profil de l'agresseur pour ensuite après se positionner politiquement, parce que dans leur logiciel donc de la fameuse intersectionnalité des luttes, le fait qu'elles considèrent aujourd'hui que parce que vous êtes issu de l'immigration, parce que vous êtes issu d'une minorité, donc ethnique, sexuelle, religieuse ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas être un agresseur, vous ne pouvez pas être un prédateur, vous ne pouvez pas être un violeur. On voit bien que tout ce discours, tout ce baratin est complètement hors sol par rapport au réel aujourd'hui. Toujours. Oui, ou alors, mais ça c'est complètement fou. Quand on voit aujourd'hui le meurtre de cette Ukrainienne, c'est aujourd'hui une personne, en l'occurrence un homme, afro-américain, il ne faut pas avoir peur de le dire, qui a agressé et qui a tué cette personne, cette femme blanche, au motif qu'elle se soit une femme et blanche. Et ensuite, après, à un moment donné, il faut poser ce diagnostic-là pour ensuite, après, apporter les bonnes réponses. Le problème de nos néo-féministes, c'est qu'aujourd'hui, comme elles ne posent pas le bon diagnostic, elles n'apporteront jamais les bonnes réponses. C'est ça, je pense, le problème. Yohann et Mehdi, il n'est pas du tout surprenant que les médias français n'en aient pas parlé, ou très peu. Moi,
risque de s'engouffrer dans la brèche. Enfin, je veux dire, qui n'aurait pas envie d'en profiter dans ces conditions? Tout à fait, d'autant plus qu'on est déjà un pays où, il faut le dire quand même, où les Français ont davantage recours aux arrêts maladie qu'ailleurs, en fait. Et surtout, c'est que les arrêts maladie coûtent de plus en plus cher à la sécurité sociale, donc à ceux qui payent aujourd'hui le modèle social, parce qu'ils ont augmenté de manière très importante depuis la période de la crise sanitaire, plus 25% sur les 3 dernières années. Et aujourd'hui, ça coûte 17 milliards d'euros par an à la sécurité sociale. On ne dit pas aujourd'hui que tout le monde doit, quand on est malade, il faut évidemment rester chez soi, mais la problématique aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la question de l'abus des arrêts de travail. Et aujourd'hui, on a quand même une surconsommation de soins dont il faut poser comme en termes de débat dans la société, parce qu'aujourd'hui, c'est intenable. Et puis ensuite, après, la question de la surconsommation de soins s'ajoute à la question de qui paye ce modèle social. Et le problème, c'est que ce sont toujours les mêmes qui payent le modèle social. On a fait un modèle social depuis la Seconde Guerre mondiale qui est basé sur la France du travail, qui est basé sur les cotisations sociales. Aujourd'hui, le vrai problème en France, c'est que vous avez des gens qui cotisent au système social, et notamment au système de santé, oui, et qui habitent dans un territoire rural, dans la France périphérique, qui n'ont plus de médecins, qui ont des maternités qui ferment, qui ont des hôpitaux qui ferment, en tout cas certains services ferment, et qui aujourd'hui donc cotisent pour un service et n'en bénéficient pas. Et c'est ça aujourd'hui le vrai problème, parce que vous avez parfois des abus comme sur les arrêts de travail. Alors, effectivement, il y a plusieurs questions que ça soulève, comme le disait notamment Jérôme Saint-Paris, mon cher Yohann. C'est cette perte de souveraineté de la France qui... Vous avez aujourd'hui un enjeu qui est majeur, c'est celui de faire passer un budget. L'argumentaire qui consiste à dire s'il n'y a pas de budget, c'est le chaos, est complètement annulé, puisque l'an passé, même si la censure de Barnier avait coûté de l'argent à l'État, finalement on a vu que malgré le fait qu'il n'y ait pas eu de budget adopté, alors le pays n'est pas tombé dans le chaos. Et surtout, c'est que les macronistes sont quand même comptables en partie du chaos de la situation, notamment sur les questions de finances publiques. L'équation pour Sébastien Lecornu me paraît être la suivante, c'est-à-dire qu'il faut pas il peut pas mettre des propositions et de droite et de gauche dans un budget, ça pourra pas marcher, parce que de toute façon les uns et les autres vont se tirer la bourre. Je pense que ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est plutôt acheter les Républicains sur les postes, parce qu'aujourd'hui les Républicains ont surtout besoin de présence au gouvernement avec Bruno Retailleau, peut-être mettre d'autres personnes LR importantes, peut-être Laurent Wauquiez au gouvernement pour les satisfaire sur ces questions-là, parce qu'eux utilisent le gouvernement pour cranter les thèmes dans l'opinion publique et gagner des points en vue des élections municipales. Et puis pour le Parti socialiste, s'il veut les avoir, de toute façon le Parti socialiste ne participera pas à un gouvernement, donc il doit les acheter avec une idée. Et, oui, ouais, avec ça, sur le fond en fait. Et donc effectivement, plutôt la taxe Zuckman. Je vois que cette équation-là possible aujourd'hui pour le Sébastien. Il n'y a que cette taxe qui peut sauver les choses. C'est une équation qui est très difficile à résoudre, parce que si vous aviez des ténors... Un dernier mot, Mathieu. D'ailleurs, en fait, 43%, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Quand vous comparez aujourd'hui à François Bayrou et à Emmanuel Macron, François Bayrou était tombé à 17% et Emmanuel Macron est à 15%. Il est quasiment au plus bas de tout le président de la Ve République, à l'exception de François Hollande qui était tombé à 14%. Donc finalement, 43%, c'est plutôt pas mal. Ensuite, la question qui va se poser pour lui, c'est est-ce qu'il va réussir à faire adopter le budget. Je suis d'accord avec vous, effectivement, la mission est impossible. On voit bien que la lettre de mission, c'est de négocier avec le Parti socialiste, mais ça va aussi dans le sens, qu'on soit d'accord ou pas, ça va aussi dans le sens du résultat des élections législatives de 2024. Ce qui a gagné aux législatives de 2024, c'est ni la Macronie, c'est ni la gauche, c'est le Front républicain. Donc à un moment donné, ceux qui ont gagné doivent s'entendre pour faire passer un budget, sinon ils plongent le pays dans la paralysie, que l'on soit macroniste ou que l'on soit de gauche. Ce sont eux qui sont fautifs et comptables de cette situation s'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un budget. On verra déjà dans les prochains jours s'il arrive à composer son gouvernement rapidement, et dans les prochaines semaines s'il arrive à réaliser cette équation.